Nous allons donc pouvoir passer aux 5 fondations d'une entreprise automatisable. Vous allez retrouver sans surprise finalement des termes que l'on a abordés par avant, puisque ces 5 briques, elles sont vraiment très interdépendantes. Si l'une est un petit peu friable, ce sera l'ensemble du processus qui ne sera pas stable. Si les 5 briques sont vraiment solides, vous aurez une transformation digitale qui va pouvoir s'opérer de façon claire. La première chose, donc, c'est la vision stratégique. Ensuite, un processus qui va être stable, des responsabilités qui vont être bien définies, l'architecture de vos outils et les indicateurs. On va reprendre chacun de ces éléments un par un. La première fondation, c'est la vision stratégique. Pourquoi est-ce que vous voulez automatiser? Il ne faut pas automatiser juste parce que l'on a envie d'automatiser. Automatiser, ça peut être pour gagner du temps, pour réduire des erreurs, parce que j'ai besoin d'aller plus loin dans ma croissance, pour réduire des coûts. Ça peut être aussi parce que mes équipes ont une douleur à effectuer cette certaine tâche. Ça peut être parce que j'ai eu un accroissement de croissance qui fait que là on ne peut pas absorber autant de travail. Il faut savoir pourquoi on va automatiser. Et pour pouvoir avoir des résultats mesurables, c'est dans ces cas-là intéressant de comprendre l'objectif d'origine, le pourquoi est-ce que l'on veut automatiser. Ensuite, on va devoir donc cartographier tous les processus. Vous allez pouvoir vous poser les questions qui fait quoi? À quel moment? Comment? Est-ce que j'utilise tel outil? Avec quoi? Qui va devoir valider? Est-ce que j'ai des exceptions? Par exemple, le commercial, il envoie un mail. Mais parfois, ça c'est pas dans le même cheminement, ce n'est pas toujours par mail. Ah, si une information n'arrive pas que par mail, elle peut arriver d'où? Est-ce qu'elle va arriver de WhatsApp? Est-ce qu'elle va arriver par téléphone? Comment est-ce que l'on va pouvoir traiter l'information si c'était juste que des conversations informelles? Si l'on cartographie correctement, on doit avoir à chaque étape une information qui est bien décrite et qui est documentée. Si vous avez des conditions, parce qu'il y a des exceptions, parce que en fonction de produits par exemple, eh bien il faut que ce soit écrit à l'avance. Si vous avez un résultat qui est identique, quelle que soit la personne qui l'exécute, ça en effet c'est vraiment quelque chose de pertinent. Et l'automatisation, elle va pouvoir donc s'appuyer sur toutes ces règles pour pouvoir travailler en toute sécurité. Voilà, qu'il peut y avoir des exceptions, mais les exceptions doivent être connues, elles doivent être traitées pour que l'automatisation puisse savoir que c'est une exception et suivre un chemin particulier de cette exception. Le ça dépend, c'est vraiment quelque chose qui est très instable. Le ça dépend, par exemple, où l'on est certain, par exemple, ça va dépendre de ce produit en particulier. Et bien, si je suis capable de le définir en avant que c'est ce produit et que parce que je parle de ce produit, il doit y avoir une règle bien distincte, bon, dans ces cas-là, on considère que c'est quelque chose que je peux standardiser. Si c'est toujours parce que on parle, je ne sais pas, de ce type de fenêtre chez un menuisier, qu'il doit suivre dans ces cas-là un cheminement particulier pour aller, par exemple, être traité par l'équipe spécifique de menuiserie. Voilà, admettons un cas concret. Si c'est absolument du sur-mesure, eh bien, dans ces cas-là, ça peut être quelque chose de sur-mesure, eh bien, les informations doivent être traitées par l'équipe qui s'occupe spécifiquement du sur-mesure. Voilà. Donc,
il y a par derrière, on voit quelque chose que l'on peut automatiser, mais ça doit pas être ça dépend parce que c'est mardi qu'il fait beau ou parce que c'est le mercredi qu'il pleut. Parfois je prends l'exemple justement de la pluie, de la pluie ou du corbeau perché. Si l'automatisation doit dépendre de est-ce qu'il pleut ou pas, on peut très bien se dire ah oui, mais comment est-ce qu'on peut le savoir? Bon, en l'occurrence, il existe des automatisations spécifiques à la météo, euh, mais dans ces cas-là, c'est clair. Il pleut, donc il va y avoir telle action. Il fait beau, donc telle action. C'est ce qui se passe notamment dans toute la partie domotique, pour les maisons, etc. Mais en tout cas, c'est une règle qui est claire. On la comprend. Voilà. Si on n'arrive pas à comprendre la règle, c'est vraiment pas stable, ça va être difficile d'automatiser là-dessus. La troisième fondation sur laquelle vous devez vous reposer, ça va être la responsabilité de l'automatisation. Qui va être responsable de ce qui est automatisé? Est-ce que ça va être par exemple le service secrétariat parce que c'est des automatisations qui sont effectuées par le service secrétariat? Est-ce que l'automatisation doit être vérifiée par le service informatique? Est-ce que ça va être le manager qui doit vérifier que tout se passe bien? Si vous avez une automatisation qui va demander à un humain de prendre le relais et que l'humain ne le fait pas et que les validations elles traînent, qui est responsable? Voilà. Dans ces cas-là, est-ce que c'est parce que c'est le manager qui n'a pas été vérifié que les validations ont bien été traitées? S'il y a des erreurs, à quel moment vous allez revenir sur l'automatisation et voir si tout s'est bien passé, s'il y a des erreurs, et s'il y a des erreurs, comment est-ce qu'on le traite? Surtout dans les premières fois où il y a une phase de test, parce qu'on a du mal parfois à appréhender le nombre d'exceptions qu'il peut y avoir. C'est pour ça que c'est toujours bien de se poser en amont pour le faire. Mais c'est souvent en phase de test où on s'aperçoit qu'il y a parfois des petites choses à nuancer. Mais dans ces cas-là, comment faire? Qui va le faire? Quand est-ce que l'on va le faire? Si demain l'automatisation, elle s'arrête pour X ou Y raison. Alors ça peut être par exemple parce que vous avez un abonnement, vous avez oublié l'abonnement, par exemple. Ça peut arriver. Eh bien, quelles sont les conséquences pour vous? Qui doit être responsable de vérifier que ça a bien fonctionné? Ça, c'est important. Ensuite, la quatrième fondation, donc l'architecture entre tous les outils. On l'a vu, dans les entreprises, il y a une multitude d'outils. Rajouter par-dessus ça un outil, est-ce que c'est toujours cohérent ou pas? Parce que parfois ça ne l'est pas. Et il faut vraiment se demander qu'est-ce que je vais recevoir comme donnée, comment je vais pouvoir la traiter. Si je prends l'exemple d'un post-it, ça va être difficile d'automatiser quelque chose sur un post-it. Par contre, d'avoir reçu une notification, d'avoir reçu un email, on va pouvoir récupérer plus facilement la donnée. Vous devez avoir comme ça une architecture qui soit cohérente. C'est un peu bête, mais même déjà dans des tableurs, le fait que la colonne où il doit y avoir des emails, par exemple, si vous voulez faire une automatisation sur des newsletters, eh bien, si dans la colonne email, j'ai des numéros de téléphone, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc il faut aussi vérifier que les données soient propres et que tous les outils peuvent déjà avoir une architecture qui soit claire, dans laquelle on puisse naviguer, interroger, mettre à jour, supprimer ou ajouter des informations. La cinquième fondation, je vous ai dit, ce n'est pas parce que l'on peut automatiser, que c'est automatisable, que l'on doit forcément automatiser. Il faut vous poser la question avant. Combien de temps me prend cette tâche? Qu'est-ce qu'elle me prend en coût, en ressources humaines? Et est-ce que c'est rentable dans ces cas-là de la faire? Voilà. Souvent on parle donc en temps et en argent, mais ça peut être un autre indicateur clé, hein. Ça dépend aussi de votre structure. Mais si l'on prend par exemple une tâche qui est effectuée
à peu près 1 heure par jour par un collaborateur à 30 € de l'heure, ça va représenter 200 jours, sur 200 jours travaillés, ça va représenter 6 600 € en coût annuel, juste pour une tâche. Par exemple, une tâche d'1 heure, ça peut être le tri complet de la boîte mail. Voilà, par exemple, ou le fait de router vers un bon service une information. Ben voilà, ça vous coûte 6 000 € par an. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant de mettre en place une automatisation si ce routage il est clair. Et c'est souvent le cas sur ce qui est fait, notamment sur les emails. C'est souvent une automatisation que l'on demande en premier dans les entreprises, parce que c'est là où on voit vraiment un gain de temps, et c'est souvent le service secrétariat, il est souvent surchargé d'énormément de tâches différentes et souvent un petit peu ingrates. Voilà, faites-vous le calcul, voilà, de savoir sur une année combien ça vous coûte, et dans ces cas-là, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir quelqu'un qui soit formé pour ça chez vous, ou de faire appel, par exemple comme moi, à des personnes qui font ça en temps partagé, pour pouvoir mettre en place des automatisations dans une entreprise. Voilà. 1 heure, juste 1 heure par jour, vous imaginez une équipe où vous êtes 15, et les 15 personnes ont la même problématique. Se poser autour de la table lors par exemple d'un team building en se disant bah voilà, quelles sont les tâches que vous faites au quotidien qui vous sont pour vous pénibles ou vraiment un petit peu ingrates, et vous voyez dans l'ensemble des tâches ce qui est fait et celles que vous auriez par exemple envie d'automatiser. Mais essayez de choisir un indicateur de mesure. Donc là on peut prendre le temps et l'argent. Ça peut être le taux d'insatisfaction des réponses, ça peut être le délai de réponse à une demande client, le délai d'envoi d'un colis. Voilà, il y a énormément d'indicateurs hein, qui peuvent exister suivant vos activités. En tout cas, choisissez des indicateurs avant et après pour pouvoir voir si en effet vous avez été assez rentable sur votre automatisation. Et vous allez voir que parfois, eh bien, même si on a envie de l'automatiser, ce ne sera pas forcément une tâche qui va être à faire en priorité.